Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur le plateau des éditions spéciales de la rédaction de Batiactu, toujours en direct du Mondial du bâtiment, porte de Versailles à Paris. Il y a urgence climatique, urgence énergétique, urgence logement aussi, comme le martèle la Fédération française du bâtiment depuis plusieurs mois maintenant. Urgence à construire des logements, mais aussi urgence à rénover ceux qui existent déjà pour moins consommer, pour mieux consommer. Le bâtiment et les travaux publics sont à l'heure des choix. Ils ont un rôle incontournable à jouer dans la transition écologique en contribuant à développer des bâtiments et des infrastructures plus sobres et plus respectueux de l'environnement. Pour autant, ça n'est pas évident de faire bouger les lignes dans un tissu économique aussi important, mais aussi également hétéroclite, composé aussi bien d'artisans, de TPE, PME que de grands groupes, dont le chiffre d'affaires est aussi important à l'international qu'en France. Pour en parler, c'est avec un très grand plaisir que j'accueille Fabrice Bonifay. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes directeur du développement durable du groupe Bouygues, donc la maison mère notamment de Bouygues Construction. Merci de nous accorder cet échange. On va commencer par la sobriété énergétique qui est sur toutes les lèvres et dans tous les discours depuis que les cours des marchés ont flambé notamment. Qu'est-ce qu'une major comme Bouygues peut faire pour atteindre la sobriété énergétique ? Il y a deux types de mesures. Il y a le court terme pour passer l'hiver et puis il y a le moyen long terme pour essayer d'embarquer la sobriété définitivement dans tous les projets du groupe. Donc là, par exemple, à court terme, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire ? À court terme, il y a les leviers sont les mêmes pour tout le monde. Ouais. C'est essayer de faire un petit peu d'effort sur les températures de consigne. Tout le monde va faire ça et c'est pas, à mon avis, démesuré. Et ça nous permettra, sans trop de difficultés, d'atteindre les fameux 10% demandés par le gouvernement. En plus, tout un tas de kyrielles, de petites mesures de bon sens qu'on a assimilées au début des démarches de plan durable il y a 10 ans à des éco-gestes. Mais le sigma de ces démarches, de ces mesures de bon sens, fera qu'on va atteindre sans difficulté les 10% pour l'ensemble des 5 métiers du groupe. Pour vous, c'est un objectif qui est parfaitement atteignable, les 10%, tout ce que demandent les pouvoirs publics, là, tout ce sur quoi on tire la sonnette d'alarme en ce moment, c'est parfaitement atteignable, c'est pas ambitieux quoi. Non, c'est pas ambitieux. C'est toujours ça, mais je veux dire... Le gouvernement a demandé 10%, s'il avait demandé 20%, ça aurait été à mon avis très différent. Ouais. Mais 10% c'est atteignable largement. D'accord. Et donc on a parlé du court terme, à long terme, comment vous voyez À long terme, le long terme on le commence maintenant. Ouais. Vous l'avez dit vous-même, on a aujourd'hui un impératif de baisser nos consommations d'énergie en tout domaine, ce que nous on appelle sur le cycle complet de nos ouvrages, parce que l'activité construction embarque quand même l'essentiel de nos émissions de gaz à effet de serre dans le groupe Bouygues. Ouais. Et la sobriété, ça commence à la conception en essayant de travailler des architectes et des maîtrises d'ouvrage qui sont plutôt appétents de conception dite bioclimatique, donc où on pense à l'énergie, à la consommation d'énergie dès la conception de l'ouvrage. Ouais. Puis après, c'est de changer aussi nos matériaux de construction. Alors on sait que les matériaux traditionnels, ceux qu'on a utilisés pendant des décennies, sont quand même très très énergivores. Je pense que les gens qui écoutent ce genre d'émissions connaissent les émissions associées à la fabrication du béton, de l'acier, etc. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne va plus en utiliser, mais on va essayer de les sourcer différemment avec des constructeurs qui font des efforts sur la fabrication de ces éléments-là pour essayer de s'approvisionner auprès de fournisseurs un peu plus responsables sur ces sujets. Alors ça peut être les mêmes lorsqu'ils acceptent de changer leur mode de fabrication, et puis ça peut être aussi des nouveaux fournisseurs dans d'autres cas, et puis d'aller quand même raisonnablement, mais volontairement, vers des nouveaux matériaux de construction. Alors on appelle ça nouveau, en fait ils ne sont pas si nouveaux que ça. Voilà. C'est plutôt un retour d'ailleurs. On avait oublié leurs usages compte tenu de la praticité du béton, il faut le reconnaître, mais le biosourcé, le géosourcé, ça revient à la mode, et c'est une bonne chose, parce que ce sont d'un point de vue carbone, c'est clair que c'est des matériaux intéressants. Alors ça c'est pour la partie construction. Après il y a l'usage, l'exploitation. Donc là aussi un groupe responsable comme Bouygues propose de plus en plus à ses clients et même systématiquement un accompagnement post-livraison des ouvrages, donc avec un système de monitoring temps réel des consommations pour alerter les usagers, les utilisateurs de consommation qui seraient non conformes par rapport aux pratiques qu'on souhaite maintenant promouvoir, des pratiques de confort, mais avec un maximum de frugalité et d'utilisation responsable dans les flux physiques nécessaires au confort, que ce soit pour le chauffage en hiver ou le rafraîchissement en été pour les bâtiments qui bénéficient de ce type de technologie.
Et puis le grand shift, si j'ose dire, c'est d'arriver à récupérer en fin de vie un maximum des éléments constitutifs dans la fabrication des bâtiments, donc que ce soit les matériaux pondéreux ou les équipements, pour leur redonner une deuxième vie, voire une troisième vie, et de faire en sorte que demain, nos bâtiments deviennent des banques de matériaux pour les bâtiments du futur. Donc là, le numérique va nous aider beaucoup parce que ça va nous permettre de dresser une carte d'identité de chacun des éléments constitutifs, de savoir qu'est-ce qu'on a en stock, et ensuite de mieux connaître l'évolution du bâtiment dans le temps, pour savoir quand est-ce qu'on va pouvoir récupérer ces éléments pour pouvoir les réimplanter ailleurs, et peut-être même demain dissocier la vente d'un bâtiment assemblé des éléments constitutifs. Parce qu'on se dit, demain, l'acier, le verre, le béton, l'aluminium, le cuivre que contient un bâtiment, ça va prendre de la valeur. Donc c'est important de le thésauriser sur pied, si j'ose dire, et de faire en sorte, au lieu d'aller en permanence rechercher des éléments finis issus des industries extractives et des matières premières vierges, eh bien de faire rouler le stock et de pouvoir faire en sorte de continuer à construire ou à rénover, mais en s'appuyant de plus en plus sur des éléments qui ont déjà eu une première vie dans un ouvrage. Ça permettrait d'avoir un traçage en fait vraiment de la vie de tous ces matériaux-là, de tous ces composants-là. Voilà. Aujourd'hui, le numérique nous permet de faire ça, et ce sont des nouveaux modèles économiques sur lesquels on investit beaucoup, parce qu'on pense que demain, toute cette énergie contenue dans les matériaux, c'est dommage de le perdre en fin de vie avec des valorisations du recyclage de bas niveau. Il vaut mieux essayer de promouvoir, et c'est notre politique, le réemploi, car c'est l'avenir du BTP, c'est de promouvoir le réemploi en tout domaine. Je rappelle juste quelques chiffres rapidement. Le bâtiment pèse 43% dans la consommation énergétique de la France. Il génère presque un quart des émissions de gaz à effet de serre du pays. Plus largement, quand on a préparé cet entretien, vous m'avez dit à propos de la politique RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises de Bouygues, il y a bien sûr la question de la consommation énergétique, du fait de générer ces émissions polluantes, mais il y a aussi la question des déchets et il y a la question de la biodiversité. Comment une entreprise aussi importante que Bouygues travaille aussi sur ces leviers-là, dont on parle peut-être un peu moins, la biodiversité, mais ça rentre aussi clairement dans le schéma, quoi. Donc, le deuxième enjeu matériel environnemental le plus important chez Bouygues, c'est clairement la biodiversité. Et donc on est heureux là chez Bouygues Immobilier, qui est le promoteur du groupe, d'avoir développé ces derniers mois une calculette de calcul de l'empreinte biodiversité des programmes conçus et construits par Bouygues Immobilier pour développer ce qu'on appelle le coefficient biotope par surface, qui est un système qui nous permet de calculer en fait le foisonnement de la vie sur une surface donnée. Sachant que 0, c'est complètement artificialisé, il y a peu de vie, et 1, c'est le maximum qu'on puisse avoir dans un endroit donné, sachant que d'une région à l'autre, ce n'est pas la même biodiversité que l'on aura. Donc la décision a été prise chez ce promoteur, qui est l'un des plus grands promoteurs français, c'est d'avoir un coefficient biotope par surface le plus élevé possible. C'est-à-dire que quand on construit, il faut s'assurer qu'à proximité de la parcelle et même sur les bâtiments, ne serait-ce que les toitures qui seront demain de plus en plus végétalisées, on puisse démontrer qu'après la construction, on arrive à recréer plus de vie qu'avant, notamment si on construit sur une friche, bien entendu. Sachant que de plus en plus, les maires n'autorisent plus, et c'est plutôt une bonne chose, de construire sur des terrains agricoles ou des terrains vierges, parce que la loi ZAN fait que de plus en plus, il y a cette interdiction. Cette interdiction, c'est pas pour emmerder les promoteurs ou emmerder les constructeurs. C'est parce que le discours qu'on entend quand même un petit peu. Mais... oui, mais ça, c'est raisonné à très court terme. C'est surtout pour préserver la vie, qui est indispensable à notre propre pérennité. Alors certes, ça crée des nouvelles contraintes. Nous, on a transformé cette contrainte en opportunité avec ce CBS, coefficient biotope par surface. Ça nécessite bien sûr de réfléchir un peu comment on conçoit la parcelle, comment on va l'aménager, et surtout on utilise des écologues qui, au lieu de dans les systèmes d'avant, on mettait sur les espaces verts un peu de pelouse, un arbre et plaidant. Là maintenant c'est un peu plus sophistiqué, on essaye d'avoir des professionnels de l'aménagement de ce type d'espace pour vraiment faire en sorte qu'il y ait un maximum de vie qui reviennent dans ces espaces et qui restent surtout. Et ça, c'est très apprécié par les clients
qui de plus en plus nous demandent ce type d'aménagement. Parce qu'en plus, ça participe à ce qu'on appelle la mise en place des îlots de fraîcheur dans les villes. Et on sait très bien qu'avec le changement climatique et les canicules qui vont arriver, d'avoir de l'évapotranspiration à proximité des bâtiments, d'avoir ces espaces gorgés de vie avec beaucoup d'humidité également, ça participera à maintenir des températures de confort d'été qui seront acceptables pour les populations. Mais on est quand même devant un changement de paradigme en fait. C'est quand même, on est quand même amené par la force des choses à devoir tout revoir de A à Z, ce qui va impliquer quand même d'accompagner aussi les professionnels. Je le disais tout à l'heure, le BTP c'est des grands groupes, mais c'est aussi des artisans, des TPE-PME. Comment vous pouvez espérer concrètement embarquer tous ces gens-là là-dedans? Comment je ne sais pas, peut-être par la mise à disposition de certains outils ou des services de Bouygues qui peuvent les épauler là-dedans Clairement, il y a un enjeu de formation, vous avez raison, mais ça c'est un enjeu quand même des pouvoirs publics, de faire en sorte de former les professionnels qui vont arriver dans nos entreprises. On embauche des milliers de personnes par an et ce serait mieux effectivement si ces personnes étaient formées à ces nouvelles façons de construire. Alors heureusement, on a quand même quelques partenariats avec des établissements scolaires. D'ailleurs en bac plus 2 ingénieurs, mais aussi pour des formations d'ouvriers qualifiés, parce que travailler le bois, c'est spécifique et ça a été oublié. C'est pas simplement des menuisiers pour fabriquer des meubles, c'est pour fabriquer des bâtiments, donc c'est un petit peu différent. Et alors ça mettra du temps, bien entendu, parce que ça concerne des milliers de personnes. Donc on a notre propre, nous, Wood Academy, parce que c'est bien de former ceux qui ne sont pas encore dans l'entreprise, mais c'est aussi bien de former ceux qui sont déjà dans l'entreprise et qui nécessitent ça nécessite un apprentissage nouveau pour les collaborateurs qui sont déjà là. Donc c'est ce qu'on a mis en place, chez Bouygues Construction notamment, pour qu'on puisse atteindre l'objectif que nous sommes fixés de 30% de logements en bois à l'horizon 2030. C'est énorme, on va passer de quasiment zéro il y a quelques mois à 30% en moins de 10 ans. Ce qui est quand même un effort pas banal, mais qui est indispensable si on veut respecter notre trajectoire de décarbonation basée sur la science, conforme à l'accord de Paris, sur lequel nous nous sommes engagés vis-à-vis de nos parties prenantes. Donc on a un devoir d'exemplarité, nous en tant que grand groupe, mais aussi on a des comptes à rendre à nos parties prenantes sur le fait que cette trajectoire va être respectée si on veut continuer d'être crédible dans notre politique. Et est-ce que selon vous, ces trajectoires vont assez loin au niveau des objectifs, de l'ambition Alors je crois que la SNBC, la stratégie nationale bas carbone, la PPE aussi, programmation pluriannuelle de l'énergie, tout ça doit être revu d'ici quelques temps. Est-ce que effectivement pour vous, il faut mettre la barre encore plus haut? Il faut vraiment passer la troisième maintenant la barre doit être mise au niveau de ce que fixe la science. C'est pas mettre une target, c'est pas un fait politique, c'est que dit la science. La science nous dit qu'il nous reste 400 gigatonnes de CO2 à émettre pour ne pas dépasser les 1,5 degré. C'était quand même l'accord de Paris. Et on voit déjà le bazar que ça crée, le 1,2 degré. Il suffit de voir l'été qu'on a passé et de voir un peu ce qui se passe partout dans le monde en permanence. Chaque dixième de réchauffement supplémentaire va provoquer des dégâts qui vont être des dégâts environnementaux, mais aussi des dégâts humains, des dégâts sociaux. Donc tous ceux qui prônent un ralentissement des seuils ou un abaissement même des seuils sont juste des inconscients ou des imbéciles ou les deux. Oui, ça peut aussi être les deux. Je voudrais qu'on dise deux mots sur votre fonction, votre rôle au sein de Bouygues. Vous avez quand même une certaine liberté de ton. Je vous suis notamment sur LinkedIn, je pense que je ne suis pas le seul. Vous faites passer des messages quand même assez forts, assez puissants au quotidien, sur tous ces sujets en lien avec le développement durable. Pour vous, effectivement, il y a clairement une sensibilisation à faire au quotidien, enfin plus qu'une sensibilisation. Les réseaux sociaux peuvent contribuer aussi en l'occurrence LinkedIn, c'est vraiment un réseau professionnel, mais est-ce que les autres réseaux aussi devraient s'y mettre? Enfin voilà, comment aussi vous voyez-vous votre rôle? Encore une fois, Bouygues c'est quand même un grand groupe, côté au CAC 40, etc. Vous prenez des positions quand même assez tranchées. Donc, mais pour vous, c'est inhérent à votre. Est-ce que c'est inhérent? Enfin, je vous pose la question effectivement à votre fonction.
le temps presse. Oui. Je crois que ça ne vous a pas Clairement, échappé. oui. Voilà. Les réseaux sociaux, les médias, ce sont des caisses de résonance qui nous permettent d'atteindre un maximum de gens, parce que s'il fallait expliquer aux gens les uns après les autres, on ne va pas avoir le temps de le faire. Ouais, donc il nous faut des médias de masse qui permettent de faire passer des messages forts. Ouais. Moi, je joue un rôle de lanceur d'alerte à la fois dans mon entreprise, mais aussi à l'extérieur de mon entreprise, parce que j'estime que c'est l'intérêt supérieur du groupe de se préparer, de se transformer pour adresser des nouvelles façons de faire notre travail, parce que c'est dans notre intérêt d'être dans les premiers à faire cette mutation, cette transition qui s'impose à nous de toute manière. Au-delà du changement climatique, il y a aussi les contraintes physiques de diminution des flux physiques qui vont s'imposer, et on voit bien aussi que toutes les ressources minérales dont on dépend pour la construction, là aussi on atteint les limites. Donc si on ne remet pas en cause la totalité de nos processus, on va forcément péricliter et disparaître. Donc je n'ai pas l'impression d'exagérer lorsque je dénonce la continuation d'un certain modèle qui n'a plus lieu d'être. Et je dis aussi souvent que rien n'est moins efficace que de vouloir rendre un peu plus exemplaire des choses qui ne devraient même plus exister. Donc il va falloir aussi qu'on parle dans nos métiers, non seulement de l'amélioration de ce qui est essentiel pour le bien-être des gens, donc les logements, les écoles, mais il y a certains types de constructions, on pourra se poser la question dans quelques temps de leur utilité. Et je pense que diviser par 2 nos émissions dans notre secteur, parce que c'est la SNBC, c'est moins 55% d'ici 2030 et moins 90% des émissions d'ici 2050, si on veut respecter l'accord de Paris, ça ne va pas se faire simplement en éteignant le Wi-Fi et en mettant un col roulé. Ouais, il faudra aller plus loin. Mais c'est aussi un retour au bon sens finalement. Vous savez, le bon sens, ça ne se décrète pas, parce que si le bon sens se décrétait, il y aurait eu moins de guerres depuis que l'humanité existe. C'est probable. Il y aurait eu moins d'inégalités, etc. Donc le bon sens, il faut quand même un petit peu le provoquer, il faut le guider, il faut le vouloir, il faut des leaders, il faut des entreprises exemplaires, il faut des donneurs d'ordre exemplaires. Et là, peut-être que oui, le bon sens peut s'imposer. Mais vous savez, je dis souvent, le mauvais sens vient quand on ne s'en occupe pas, et le bon sens vient quand on s'en occupe. Oui, c'est pas faux. Dernière question, si vous aviez un message à faire passer aux artisans, aux professionnels qui viennent sur ce mondial du bâtiment, mais aussi aux politiques, parce qu'il y a pas mal de ministres qui viennent passer une tête, quel serait-il ce message ? D'abord, de se former. Les gens pensent savoir qu'il y a un problème avec le climat, par exemple, ou avec la biodiversité, mais peu connaissent les ordres de grandeur, peu connaissent le temps qu'il nous reste pour agir vraiment et pour stopper en fait une trajectoire qui aujourd'hui est juste suicidaire pour l'humanité à l'horizon de quelques années. Donc la première chose, c'est de se former et pas simplement... vous savez, c'est difficile pour les gens d'accepter de ne pas savoir. Et il suffit d'avoir lu un article, on se dit bah oui, bon, il y a un problème, mais bon, il y a d'autres sujets bien plus importants. Voilà, j'ai mon compte de résultats, etc. Et c'est vrai que le court terme, on a tous envie de faire passer le court terme avant le moyen long terme. Mais là, à force d'attendre, tout ça, toute cette temporalité, c'est en train de se télescoper parce que le changement climatique, c'est déjà du court terme aujourd'hui. Donc ceux qui prétendent aimer leurs enfants doivent accepter de revoir aussi leurs certitudes. Oui, demain, ça se prépare dès aujourd'hui en fait. Et ça aurait même dû se préparer peut-être dès hier. On a déjà juste 50 ans de retard. Mais bon. Merci beaucoup Fabrice Bonifay pour nous avoir accordé de votre temps et puis pour avoir parlé comme d'habitude avec sincérité et passion de tous ces sujets qu'il mérite. Les éditions spéciales de Bâti Actu en direct du Mondial du bâtiment continuent. On se retrouve très vite pour d'autres rendez-vous. Merci.